Donc Valérie va nous parler des quartiers informels, donc de Damas. Alors Valérie est chercheure à l'Institut de recherche pour le développement actuellement. De formation, elle est architecte des PLG, docteur en urbanisme. Elle travaille sur l'action publique urbaine face aux quartiers informels, le foncier, l'habitat, les marchés immobiliers, le développement urbain durable et les pratiques de l'urbanisme dans les villes du Sud. Elle a travaillé au Liban, au Cambodge et en Syrie. En Syrie, elle a vécu, si je me trompe, 4 ans, de 2007 à 2011. Elle était à ce moment-là chercheure et responsable de l'Observatoire urbain de l'Institut français du Proche-Orient, où elle a dirigé un programme de recherche sur la médiation publique, la concurrence foncière et l'accès au logement dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Actuellement, elle travaille sur l'évolution des politiques urbaines dans un monde arabe en transition, c'est le cas de le dire, et sur la façon dont les deux référentiels de l'action urbaine contemporaine, la ville globale et la ville durable, font évoluer les gouvernements urbains vis-à-vis des quartiers informels. Valérie. Bien, merci à vous d'être là, merci de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, moi, je vais arriver parler en passant par un petit bout de la lorgnette qui est en fait ce sur quoi je travaille, qui sont les quartiers informels, que je vais définir tout à l'heure, pour parler de la reconstruction. Alors, quand on parle reconstruction, reconstruction, on pense destruction, et donc c'est quelle destruction, quelle politique pour reconstruire. Et justement, les quartiers informels, c'est une entrée très particulière parce que avant la crise, ces quartiers qui sont des espaces illégaux, des espaces hors normes, des espaces que justement, dans les politiques publiques, beaucoup veulent détruire, même en temps de paix. C'est-à-dire que l'objectif de beaucoup, c'est on veut détruire ces quartiers pour reconstruire normalement. Donc la question des destructions de ces quartiers, c'est la question d'une opportunité. Ils sont déjà détruits, ça tombe bien pour certains, ça tombe mal pour d'autres. Et pour d'autres, ça a un petit côté aberrant. Alors, ce que je vais vous montrer, en fait, du coup, aujourd'hui, c'est en fait de poser la question de la reconstruction à partir des politiques sur ces quartiers-là. Je vais vous montrer en fait quelles étaient les politiques avant et quelles sont les nouvelles questions que pose la crise, les destructions et aussi les reconstructions. En quelques mots, donc, je vais parler de Damas. On voit pas très très bien, hein, pas moyen de... On voit même carrément rien, c'est dommage parce que j'avais fait des efforts pour faire des belles cartes. Je suis désolé, mais les mouches arabiers ne fonctionnent plus depuis très très longtemps. Ils n'ont pas le budget pour eux. On peut peut-être éteindre les lumières du plafond déjà. Non, ce sont les lumières de sécurité, on ne peut pas y toucher. Bon, alors je vais parler... Moi qui aime le soleil, pour une fois, je ne suis pas contente qu'il y en ait. Bon. Donc les quartiers informels à Damas, ce sont les taches rouges qu'on voit sur la carte, Damas étant la tache grise. Donc je vais vous parler essentiellement de Damas. Ça concerne environ 40% des logements à Damas, 1,6 million d'habitants, donc en 2004. Et en fait, il s'agit de quoi ? Il s'agit de ce qu'on appelle les mukhalafat jamayat, ou bien les ashwaya, c'est-à-dire ce sont des bâtiments en infraction collective, hein, parce que des infractions, il y en a partout, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de permis, généralement, soit parce qu'ils sont sur des terrains inconstructibles, notamment dans la Ruta, soit parce qu'ils sont sur des terrains squattés, notamment sur la montagne. Alors, ce sont des quartiers qui sont relativement bien intégrés, contrairement aux slums qu'on voit ailleurs dans le monde, hein, parce qu'ils sont desservis en services en infrastructure, ils sont construits en béton. Alors, je ne dis pas que c'est pareil qu'ailleurs dans la ville, mais il y a quand même un accès à l'eau, à l'assainissement, à la collecte des ordures, à l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique d'équipement de ces quartiers au nom d'une égalité entre tous les Syriens dans les années 80 et 90. Ce sont aussi des processus d'installation similaires à ceux décrits dans les faubourgs de Damas au XIXe siècle. Ce sont des tissus urbains homogènes, même s'ils sont... On voit vraiment rien du tout. Hein. Bon. À la pause, nous déplaçons l'écran.
donc c'est pas du tout les mêmes tissus urbains que les quartiers légaux, mais ils sont homogènes. Et on peut dire qu'il y a un continuum avec la ville en termes de prix, de situation légale, de composition sociale. Les vraies seules spécificités, je dirais, de ces quartiers, c'est leur densité, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus denses qu'ailleurs, ce qui pour certains est une qualité, hein, mais qui ne l'est pas parce que ça ne répond pas aux normes d'urbanisme syriennes. Et donc ils ne sont pas conformes au plan et aux règles d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on aura des parcelles petites, des rues très étroites, des bâtiments contigus les uns aux autres. Je passe rapidement pour dire en fait quelle a été la politique vis-à-vis de ces quartiers. D'abord, depuis 2000, il faut savoir qu'il y a un renouvellement du cadre législatif sur le logement et l'urbanisme. Je ne vais pas rentrer évidemment dans ce tableau, si ce n'est pour dire que toutes les lois qui avaient été en urbanisme et en investissement, qui avaient été faites dans les années entre 60 et 80, ont toutes été renouvelées à partir de 2000. Et la petite courbe en haut à droite montre que la construction formelle, hein, je dis bien formelle, qui était à son plus bas niveau depuis 1975 en 2000, a redémarré complètement. On a vu l'explosion de la construction normale, légale, avec multiplié par 7 dans la région, même par 15 dans les faubourgs de Damas. Alors, sur cette carte, je ne sais pas si vous arrivez à discerner, il y a des points bleus et des points rouges. Les points bleus, c'est justement toutes ces nouvelles constructions formelles, légales, mais toutes ces constructions, en fait, c'était aussi sont là parce qu'il y a eu un fort mouvement d'investissement et que les investissements, en général, ont été faits, n'ont pas été faits en fonction de la demande de logement, en fonction des opportunités d'investissement. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont... Donc la demande était pour des logements pour des bas revenus et les constructions étaient généralement construites pour des hauts revenus. C'est-à-dire qu'on a énormément de logements vides, des centaines de milliers de logements vides. Et en parallèle de ça, donc les points rouges, c'est la construction informelle qui a explosé littéralement dans cette période 2000-2009. Alors justement, vis-à-vis de ces quartiers informels, il y a eu une véritable prise à bras-le-corps de la question par les autorités à partir des années 2000. Alors traditionnellement, j'en ai touché un mot il y a 2 minutes, il y a 2 options qui perdurent en Syrie depuis 20-30 ans. La première, c'est la réhabilitation. Donc j'ai dit, on a bitumé, donné l'eau, etc., mais sans régulariser. C'est-à-dire ça reste quand même des quartiers illégaux, mais il y a un grand nombre de quartiers qui ont été réhabilités. Et puis par ailleurs, la petite carte vous montre que Damas comme ailleurs, il y a énormément de plans détaillés qui sont des plans d'urbanisme, notamment qui sont sur des zones donc, à aménager. Et un grand nombre sont sur ces quartiers qu'il est prévu de détruire. C'est ce que j'appelle la rénovation urbaine. On détruit et on reconstruit. Alors par exemple, Kafar-Soussé, en dessous, la photo en dessous, c'est un quartier de logements neufs, haut de gamme, qui a été construit sur des zones qui avant étaient construites de briques et de broc. Voilà. Alors qu'en haut, c'est le quartier de Douala Tabalé, qui est un quartier informel, mais qui lui a été réhabilité. Donc ces 2 options, j'insiste bien là-dessus parce qu'en fait, c'est les 2 options qui vont poursuivre mon exposé pour montrer jusqu'à la reconstruction où on va. Parce que à partir de 2000, donc je dis prise à bras-le-corps, on a la mise en place du plan quinquennal en 2005 qui veut faire de l'économie sociale de marché. Donc avec ces 2 idées qu'il faut à la fois faire venir des investisseurs, donc l'idée de détruire, reconstruire, profiter de l'investissement pour refaire tout beau, tout neuf, mais social, c'est-à-dire il y a quand même des ambitions sociales et donc il y a d'autres personnes qui portent une idée plutôt de logement social, de réhabilitation des quartiers informels.
Alors, ces deux logiques vont aller en parallèle avec des nouvelles lois, d'abord, en 2003 et 2008, qui disent que toute nouvelle construction informelle doit être détruite. Donc, on a commencé déjà dès les années 2000 par des destructions dès qu'il y avait des nouvelles constructions. Alors, de fait, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été construites, qui n'ont pas été détruites, mais c'est quand même un changement d'attitude par rapport à avant où il y avait un laisser-faire. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que de toutes les lois que je vous ai montrées tout à l'heure, il y en a deux sortes. Celles qui sont entourées en bleu, qui vont dans le sens et qui donnent tous les outils nécessaires pour permettre de détruire et reconstruire. Alors on a les lois sur les sociétés, les lois sur les développements et l'investissement immobilier, la fameuse loi 15 qui permet en fait de donner des terrains sur lesquels il y a des investisseurs, de donner à des investisseurs des terrains sur lesquels il y a des quartiers informels pour qu'ils puissent détruire, reconstruire, reloger les gens, soit sur place, soit ailleurs. Et puis les lois qui sont entourées en orange, pardon, qui permettent, elles, de régulariser. Donc il y a des lois qui permettent l'enregistrement foncier de la propriété, la régularisation des infractions immobilières, etc. Alors, ensuite, les plans d'urbanisme que je vous ai montrés tout à l'heure, il y en a certains qui, alors on ne voit pas bien, les deux exemples sont en haut, il y en a certains qui reprennent les formes urbaines existantes et donc qui permettent la régularisation, et puis d'autres où le plan urbain ne correspond tellement pas à ce qui est en dessous que même si on voulait régulariser, on ne peut pas, c'est interdit parce qu'il ne respecte pas le plan d'urbanisme. De même, il y a eu un très grand nombre de programmes urbains qui concernent les quartiers informels. Alors, il y a des lois et des programmes nationaux sur l'ensemble des villes de Syrie, notamment soutenus par l'Union européenne, la GTZ, je ne rentre pas dans les détails, et puis d'autres qui concernent uniquement la planification de Damas et de Rive Damas. Et de même, parmi tous ces programmes, il y en avait certains qui ont promu la régularisation, la régularisation et la réhabilitation, ceux qui sont en orange, et d'autres qui, au contraire, faisaient des projets où on détruisait les quartiers et on les reconstruisait, ceux qui sont en bleu. On en était là en 2011, avec en fait ces programmes qui n'avaient pas vraiment été mis en œuvre sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une concurrence entre politiques, aussi entre ministères, parce que ce n'est pas les mêmes ministères qui portaient ces projets-là. Je ne rentre pas dans les détails, parce que le temps passe, et pour dire qu'à partir de 2011, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la donne change. D'abord, avant de parler des destructions de la guerre, je voudrais parler des constructions de la guerre, parce qu'à partir de 2011, il y a une explosion de la construction informelle. Alors, c'est pas du tout spécifique à la Syrie. Hein. On voit exactement la même chose en Égypte, on voit la même chose en Tunisie. En fait, c'est pas très compliqué, comme me le disaient des gens sur place. Ils me disaient maintenant que la police est occupée avec les manifestants, on construit. La semaine prochaine, mon oncle, ça y est, il construit. Et donc, explosion de la construction informelle. Il y a aussi, pas de répression, mais aussi il y a un risque sur la monnaie en période de conflit. Donc, on investit. Bon, c'est pas toujours une bonne idée quand il va y avoir des destructions après, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Et on le voit par exemple avec la consommation de ciment, hein, entre mars et avril 2011, plus 115%. Voilà. Alors voilà, par exemple, un terrain à Douma en 2009, en Douma en 2011, et alors ça a continué en fait après 2011, en 2012, ça monte. La même chose, alors là évidemment c'est plus petit, j'aurais dû vous le mettre en plus grand, mais on voit 2009-2010, terrain ça bouge pas, ensuite 2011, alors là tous les terrains commencent à être occupés, et 2012 ça monte à 5-6 étages. On ne peut pas dire que le gouvernement syrien ne fait rien en fait. En 2011, il y a d'abord une continuité affichée, c'est-à-dire la volonté de montrer que tout continue comme avant. Bon, les schémas directeurs Damas et de la planification régionale continuent. En tout cas, ils ont essayé de continuer la troisième phase, de finir la deuxième, commencer la troisième. On a aussi l'annonce de la poursuite des grands projets, des nouveaux investissements dont je n'ai pas parlé, je n'ai pas montré de photos, mais par exemple les tours 8 Gates, ils disent qu'ils poursuivent, même s'ils ne poursuivent pas, et les annonces de suspension de projets arrivent que très tardivement. En décembre 2011, par exemple, il y a le 7e forum de l'investissement, dans lequel les investisseurs étaient un peu hallucinés, mais ils étaient là, ils ont fait la photo.
l'annonce de proposition de 40 projets touristiques, en 2012 de 25 cités industrielles, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté de montrer que les choses continuent, même si on est dans la tourmente. Alors c'est très spécifique sur les quartiers informels, en fait c'est comme c'est presque un instrument. C'est intéressant de voir que la politique des quartiers informels a changé en 2011, et même avant mars 2011, en fait, à partir de janvier 2011, c'est-à-dire à partir des événements en Égypte. Voyons que ça commence à frémir, je dirais, dans le cadre de la réalisation du schéma directeur de Damas. Il était prévu de réhabiliter finalement une partie quand même des quartiers informels, et puis d'en détruire, reconstruire une autre partie. Alors, rien n'était encore décidé sur les proportions, mais c'est vrai que les décideurs préféraient plus détruire, reconstruire que réhabiliter. Et en fait, en janvier 2011, il y a eu une décision, non, finalement, on va faire 60-40, plus de réhabilitation. Et puis, il y avait cette politique de réhabilitation des quartiers informels, c'est une politique nationale qui a été accélérée avec l'adoption de cette politique officielle en décembre 2011, l'option de la légalisation qui est publiquement annoncée en mars 2012, et en mai 2012, il était prévu pratiquement de réhabiliter tous les quartiers, sauf pour quelques projets. C'est-à-dire que c'était vraiment une logique sociale, d'apaisement. C'est pas le moment de dire qu'on allait détruire et de provoquer des résistances supplémentaires. Je dirais phase suivante, à partir de 2012, et donc des destructions qu'il y a eu, des bombardements dont on a déjà parlé. En fait, on voit qu'il y a un très grand nombre de zones qui ont été bombardées, et donc de très nombreux quartiers informels. Alors évidemment, je ne suis absolument pas capable de vous dire quel quartier où, puisque je n'y suis pas, et que je travaille à la fois avec la presse et avec des témoignages de gens qui sont restés sur place, mais qui eux-mêmes ne peuvent pas non plus se déplacer, risquer leur vie pour aller voir de plus près. Et alors, à partir de cette phase-là, il y a l'attitude affichée, et celle d'une part d'une volonté de reconstruction, c'est-à-dire que sur place, il y a cette... on a eu tout à l'heure Irène qui nous parlait de la reconstruction et d'initiatives dans les zones qui échappent au pouvoir. Dans les zones qui ne lui échappent pas, il y a l'annonce d'indemnités de reconstruction, la création d'un grand ministère de l'habitat et du développement urbain, c'est-à-dire une recomposition institutionnelle pour prendre en compte la reconstruction, les autorisations de financement hypothécaire et des sociétés de financement immobilier, la programmation de 50 000 nouveaux logements, des projets de coopération avec des nouveaux sur les questions d'habitat, et puis toujours la poursuite des politiques nationales de traitement des quartiers informels, et un plan élaboré pour reconstruire et ou réhabiliter les quartiers informels jusqu'en juin 2013. En parallèle de ça, parce que ça continue, des destructions de logements et d'infrastructures, des quartiers bombardés et détruits pour en chasser les combattants. Les destructions sont le fait de l'ensemble du conflit. L'idée, c'est pas de dire où est-ce que ça a été détruit, à cause de qui. Des témoignages qui disent que les destructions sont très largement aussi situées dans les quartiers informels. Et de nouveau, un décret en mai 2012 qui dit qu'il y aura démolition de toute nouvelle construction informelle. C'est-à-dire qu'on continue dans cette logique de vouloir démolir ces quartiers, peut-être aussi parce qu'ils continuent à se construire. Il y a aussi des témoignages concernant des quartiers qui sont rasés au bulldozer. Alors, on bombarde et puis ensuite on rase au bulldozer. On a des témoignages de gens d'administration qui viennent avec des plans cadastraux et des bulldozers et qui rasent. Alors, évidemment, ça se passe dans les quartiers opposants. Voilà. Et là, par exemple, vous avez à Tadamoun, on ne voit pas très bien, mais donc... Yalda. Pardon ? C'est Yalda.
Yalda, le quartier de Yalda. C'est juste à côté. Oui, donc au nord, au sud de Damas, avec une grande partie, donc on voit, voilà, tu peux indiquer toute la partie qui a été rasée. Voilà. Mais on a aussi des témoignages sur Arasta, Kaboun, Berzé, etc. Alors, je pense qu'on peut aussi dire que l'urbanisme est un instrument dans le conflit. Par exemple, les quartiers qui sont entourés en haut à gauche, qui sont entre Kafar Soussé, Kadam et Deraya, sur lesquels, en fait, c'est intéressant parce qu'il y avait eu des études en 2007, justement, de rénovation urbaine sur ces quartiers. Donc avec l'idée de détruire et de reconstruire des quartiers neufs. Ces projets avaient été mis en suspens pendant la réalisation du schéma directeur, parce qu'on n'avait pas, finalement, il fallait statuer sur l'ensemble de la ville avant de prendre une décision sur cette zone-là. Et finalement, comme ce sont des quartiers dans lesquels il y avait des combats, ce sont des quartiers qui étaient assez stratégiques pour la défense de Damas, il a été décidé de passer un décret pour faire ce projet qui datait donc de quelques années avant. Et donc la première phase du projet, c'est-à-dire la destruction, a été réalisée. Donc ça a été rasé, donc y compris les figuiers de barbarie dont on parlait ce matin. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé de ces nouveaux éléments, comment est-ce qu'on peut reconsidérer la question des quartiers informels après le conflit ? D'abord, je le redis, informel et reconstruction. Quand on parle de reconstruction, de réconciliation, c'est une sorte de volonté d'un retour à la normale, d'un retour à la paix, à quelque chose de vivable, mais qu'on pourrait appeler normal, même si c'est peut-être un peu exagéré, mais d'espaces qui sont considérés comme anormaux. Alors voilà, reconstruire, c'est reconstruire, mais quelque chose qu'on avait déjà l'intention de détruire. Donc ça pose les questions complètement différemment, je dirais, que pour le reste de la reconstruction. Quand on parle des villes reconstruites, on parle toujours d'opportunité. C'est l'opportunité de faire mieux, de détruire, reconstruire. Bon, je sais pas, Le Havre. Enfin bon, mais on peut aussi dire la mémoire, Varsovie, on va reconstruire comme c'était avant, même si c'est bon du pastiche. Il y a toujours cette idée, est-ce qu'on reconstruit comme avant, ou est-ce qu'on reconstruit et c'est une opportunité de faire mieux, ou un alibi, une opportunité au sens de alibi pour se débarrasser de ce dont on voulait se débarrasser avant. Alors bon, Eric tout à l'heure a parlé de la reconstruction, de l'expression d'un rapport l'expression d'un rapport de force issu du conflit. Bien sûr, comment dire, des espaces qu'on voudra reconstruire de telle ou telle manière, ça va aussi dépendre de l'attitude des reconstructeurs vis-à-vis des reconstruits, si je peux dire. Voilà. Et donc, est-ce qu'on veut ou non favoriser le retour ou non favoriser les gens qui étaient sur place ou d'autres, etc. Et puis, il faut savoir que quand même, les professionnels restent les mêmes, les gens sont toujours là, enfin, à moins que ça mette 30 ans ou 40 ans et qu'on ait une nouvelle génération qui arrive, mais l'idée même de l'informel, alors je ne rentre pas dedans, mais avec tout ce que ça véhicule autour des questions de droits de propriété qui ont été bafoués, droits à la ville qui sont reconnus, conflit entre différents droits qui existaient déjà avant le conflit et qui existent maintenant avec des nouvelles couches. J'ai parlé de destruction, mais ce sont aussi des lieux où se sont déplacés des déplacés, donc avec des nouvelles populations qu'il va falloir reloger. Il ne sera sans doute pas question de tout de suite détruire alors qu'on aura une grosse crise du logement. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais terminer là-dessus avec sur les questions, oui, des droits et les documents de propriété. Donc je ne vais pas en parler. On va peut-être en parler avec les questions
avec les questions. Mais je pense que cette question-là va devoir être intégrée dans une réflexion générale sur qu'est-ce que c'est reconstruire, pour qui on reconstruit, et pour qui par rapport à quelle situation antérieure. Donc la destruction comme opportunité, comme alibi ou comme occasion de faire évoluer les mentalités antérieures. Voilà. Merci Valérie, le débat est ouvert. Des questions peut-être? Donc vraiment très concises s'il vous plaît. Le micro fonctionne? Oui. Non? Oui? Ici, Leïla. Alors moi j'ai 3 questions mais très concises alors ça. Merci. Merci beaucoup Valérie. Je voulais savoir s'il y avait eu des formes de contestation dans ces quartiers par rapport au projet qui était élaboré à la fin des années 2000, si les habitants étaient au courant, s'il y avait des formes de contestation, de mobilisation locale. Dans les quartiers qui sont détruits, les quartiers informels, qui sont peut-être effectivement une opportunité pour dégager du foncier de bonne valeur en position péricentrale, est-ce que tu sais, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais est-ce que tu as aussi entendu parler d'investisseurs qui ont déjà un œil sur certains quartiers, on dit beaucoup de choses pour Jobard, etc. Mais est-ce que tu as des informations précises d'investisseurs privés qui finalement définissent déjà le périmètre sur lequel ils vont pouvoir construire leur futur projet? Et par rapport à la question de la reconstruction, rénovation, est-ce qu'il y aura une opportunité pour effectivement envisager les quartiers informels sous un autre angle, comme une modalité de production de la ville, et avec des politiques visant plutôt à la sécurisation des habitants, en visant à valoriser leur droit à la cité, leur droit à habiter où ils habitent, plutôt que des formes d'éviction plus ou moins cachées, plus ou moins réelles, importantes autour des politiques, avec les politiques de rénovation, réhabilitation, légalisation, mais prendre en compte les quartiers informels comme une forme de l'habiter dans la ville. Alors, les contestations, en fait, comme il n'y avait pas d'affichage, on connaissait que les contestations qui avaient lieu lorsque les bulldozers arrivaient. Voilà. Il y avait juste les Européens là, qui avaient fait un petit peu de concertation sur le projet de Cassio. Mais justement, c'était un de ceux où il y avait moitié réhabilitation, moitié rénovation urbaine. Sur la question des investisseurs, je suis comme toi, j'ai lu les journaux avec des gens qui le disent, mais j'ai pas de preuves. Cela dit, on sait bien qu'il y a des gens qui toujours les périodes de reconstruction, il y a toujours des investisseurs qui arrivent les premiers, qui se trouvent sur des belles occasions, mais ensuite, est-ce que c'est le cas ici? Je ne sais pas. Et puis sur l'opportunité, moi bien sûr, je pense que la grande chance de Damas d'avoir tous ces quartiers informels en zone presque centrale, péricentrale, c'est la possibilité d'avoir une mixité sociale d'une part, une mixité économique, mais surtout la possibilité d'avoir une population proche de ces lieux de travail. C'est-à-dire que dans toutes les villes où on récupère les quartiers bien placés pour faire des opérations, effectivement, on dit que le foncier doit être utilisé à sa juste valeur. Sa juste valeur, c'est quoi? Est-ce qu'elle est financière ou est-ce qu'elle est de l'ordre de l'économie de la ville, où l'intérêt pour la ville, c'est d'avoir une population à faible revenu, proche du centre, c'est-à-dire que c'est une économie en termes de pollution, de transport, une économie pour les gens, c'est-à-dire qui n'ont pas à payer plus cher pour venir travailler au centre et donc être une main-d'œuvre plus chère. C'est une vraie chance d'avoir des quartiers populaires en centre-ville. Et ça, les investisseurs ne voient que la valeur du foncier. Donc, est-ce que c'est une nouvelle modalité de construire? Moi, je suis pour, mais ensuite, c'est pas moi qui vais décider quoi que ce soit. Merci.
Bonjour, comme je ne me suis pas présenté le matin, je vais me représenter maintenant. Zaid Kassoua, je suis doctorant à l'Université d'Avignon et à l'IRD Montpellier, et je travaille sur les thématiques du tourisme, comment repenser le tourisme après la guerre. Et en fait, pour rebondir sur le point de la destruction comme opportunité aussi, n'est-il pas l'opportunité de couper avec des politiques de développement qui n'étaient pas toujours à la hauteur ou qui étaient parfois guidées par les intérêts plutôt personnels, comme Madame Labéry ce matin avait parlé des politiques de développement touristique du régime, que ce soit ceux initiés pendant les 10 dernières années ou actuellement à Damas, et qui étaient plutôt orientés vers les intérêts des personnes ou vers le foncier plus que vers un vrai développement touristique. Est-ce que dans ce cas, pour les plans urbains, ça ne pourrait pas être également l'opportunité de couper avec ces politiques-là? Je crois que le mot opportunité est le mot de la reconstruction, mais qu'on l'utilise souvent sans réfléchir à une opportunité pour qui. C'est-à-dire qu'évidemment que c'est une opportunité. Évidemment que c'est un moment où tout bouge, c'est un moment où tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose. Mais ensuite, si vous êtes à la tête du pays, vous allez dire c'est une opportunité pour le tourisme et vous allez en profiter pour aller dans le sens qui vous intéresse vous. D'autres qui vont dire c'est une opportunité pour développer les investissements et les grands projets. D'autres vont dire c'est une opportunité pour faire du logement social au milieu de la ville. L'opportunité, voilà, c'est une opportunité, mais ensuite tout va dépendre de comment est-ce qu'on définit la politique de reconstruction. Ça, c'est exactement ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. On peut donner les éléments pour réfléchir, mais les objectifs, c'est-à-dire à la fois les objectifs stratégiques, politiques, économiques, que les objectifs, je dirais, idéaux, quel changement social on veut, quelle Syrie de demain veut-on, voilà, un pays durable, un pays... je ne sais pas. Bien sûr, c'est une opportunité, mais c'est une opportunité voilà, qui peut aller dans... C'est pour ça que je disais opportunité ou alibi, parce que, évidemment, opportunité, c'est positif comme nom. Alibi, ça va être le nom qu'on va donner à l'opportunité qui va dans le sens que l'on ne souhaite pas. Un mot sur le tourisme. C'est vrai que jusqu'à présent, les investissements touristiques étaient faits de façon discrétionnaire par le ministère du Tourisme, sans aucune coordination avec même les règlements d'urbanisme. Et donc le début, la relance de la planification territoriale, qui est récente, qui date depuis 5-6 ans en Syrie, donc qui est très incomplète aujourd'hui, enfin depuis jusqu'au début de la crise, ne permettait pas, en tout cas dans les rapports de force politiques en présence, ne permettait pas d'intégrer, de réintégrer le tourisme, et c'était bien dommage. Ça peut être un des objectifs de la reconstruction, justement, d'avoir une approche qui soit réellement globale, qui sorte de ces clivages de systèmes en silo ou en râteau, pour avoir des politiques qui soient réellement intégrées et qui permettent à la fois... le dommage du tourisme était de foutre en l'air des paysages, de placer des développements touristiques et d'endroits où il ne fallait pas, et des projets qui étaient parfois de très mauvaise qualité, pas toujours, mais parfois de très mauvaise qualité. Et donc, avoir une approche vraiment intégrée, je pense que ça doit être un objectif important dès le départ, dans la façon dont on imagine la reconstruction, et c'est très lié aux politiques territoriales, plus que sectorielles. Une question, alors je crois qu'il y avait quelqu'un à gauche, là, non ? C'est monsieur ? Moi, je voulais faire juste une remarque à nouveau. Quand vous dites que l'augmentation du ciment a augmenté de 111%, on peut quand même aussi se poser la question de savoir... Parce que vous dites souvent « on », mais le « on », il a un nom quand même. On sait à qui appartient ces sociétés qui ont vendu 111% de ciment en plus. D'autre part, je voudrais une autre question, parce que j'étais architecte, j'ai vécu à Alep de 79 à 86, et j'avais un peu travaillé sur un petit peu un endroit d'habitat informel, ça fait de Daoulé, et effectivement, là aussi, il y a des gens qui profitaient énormément des situations, mais les terrains de cette partie-là, ils appartenaient bien à des gens. Ils appartenaient à des gens de la grande bourgeoisie alépine, chrétienne ou musulmane. Là-dessus, il n'y a aucun problème.
qui à une époque ont été très contents de faire de l'habitat informel d'un niveau. Et après, ces mêmes gens ont expulsé les gens qui étaient sur cet habitat informel pour reconstruire des immeubles de plusieurs étages à qui ils revendaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où aller, certains étant des réfugiés palestiniens, pour réhabiter dans ces logements. Voilà. Formel qui est assez formel. On va si vous me permettez, on va donner la parole à ceux qui n'ont pas parlé, peut-être, si vous me permettez. Monsieur, quelqu'un était là à ma... voilà, monsieur avant, oui, allez-y. C'est plus une interrogation. On a parlé des grandes villes, mais il y a aussi tout le tissu des villages et des petites villes. Je prends l'exemple du Mohafaza de Deraa, par exemple, où le nombre de villages, de gros villages qui ont été bombardés à des échelles importantes et qui étaient à la fois des zones pour l'exploitation rurale, mais également des zones dortoirs pour les grandes villes. Et toute cette problématique de reconstruction dans ces cas-là se pose de manière très différente de celle à la grande ville, je pense. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de politique, de préconisation pour ces zones très différentes. C'est-à-dire qu'il y a les villages qui sont à proximité des grandes villes, dans lesquelles il y a de l'informel, parce qu'ils font... En fait, l'informel est essentiellement autour des capitales de Mohafaza. L'informel au sens Ashwaïa, c'est-à-dire zone d'infraction collective. Tandis que, de l'illégal, il y en a un peu partout. Hein, et c'est vrai que je n'ai pas travaillé sur les petites villes, les petits villages. C'est effectivement une question un peu différente. Une dernière question, après on essaiera d'avoir une table ronde à la fin de la session. Monsieur Gottfried Bereter, logisticien. Jacques Chancel, qui, quand il interviewait il y a un jour, avait dit Dieu dans tout ça. Alors je vous pose la question en façon moderne, et le Kremlin dans tout ça, le grand frère, il aura certainement des exigences, probablement du nettoyage. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il n'y a pas besoin de lui pour avoir plein d'idées sur les quartiers informels. Chaque personne unique dans n'importe quel comité ou n'importe quelle société d'ingénieurs ou d'architectes a son idée sur ce qu'il faut faire pour les quartiers informels. Il n'y en a pas deux qui ont la même idée. Et en général, des idées tellement contradictoires que c'est difficile de se mettre d'accord. En tout cas, tout cela est très passionnant. Je vous invite à poursuivre ces échanges lors d'une pause café, une vingtaine de minutes, avant de reprendre notre session avec les deux dernières conférences. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci Eric.